Alors, pour terminer cette journée, comme je vous l'ai annoncé depuis tout à l'heure, nous allons avoir un très grand spécialiste en écologie abyssale, un des plus grands spécialistes de ce milieu. Attaché honoraire au Muséum national d'histoire naturelle, c'est Michel Ségonzac que j'appelle à me retrouver sur scène. Alors, la petite télécommande est ici. Bonjour Michel, bienvenue parmi nous, merci d'être avec nous. Alors, vous avez effectué de nombreuses plongées dans les abysses, jusqu'à 6000 mètres de profondeur, embarqué dans des sous-marins scientifiques. Et vous avez vu, par exemple, le fameux Galatée Yeti. Mais je vous laisse la parole pour pouvoir nous présenter un petit peu tout cela. Merci à Corinne et Olivier de m'avoir invité. J'ai beau dire que j'allais parler devant des grands savants qui en savent plus que moi, mais bon, ils m'ont quand même invité. J'ai travaillé 33 ans à l'Ifremer, au Centre national de tri d'océanographie biologique qu'on a monté et géré. Et là, ça consistait à recevoir les récoltes des bateaux océanographiques dans le profond, puisque là, je travaillais dans un département environnement profond. Et on recevait ce matériel qu'on triait au laboratoire, on était 3. Et on triait les crevettes avec les crevettes, les vers avec les vers, les baleines bleues avec les baleines bleues. C'est pour voir si vous suivez, quoi. Et une fois que ces collections étaient faites, on les envoyait à des spécialistes qu'on appelle les systématiciens et qui identifient ces animaux. Donc ça permettait d'avoir des inventaires des zones qu'on voulait étudier. Et également, parce que dans ces profondeurs, c'est rare quand il n'y avait pas beaucoup d'espèces nouvelles, donc ces spécialistes décrivaient les espèces nouvelles, descriptions qui étaient ensuite publiées dans des revues spécialisées. Je ne clique pas où il faut. Ça fonctionne? Oui, voilà. Alors voilà une vue des grands fonds. C'est pas du tout une... Vous l'avez devant vous, là, si vous ne voulez pas vous tourner, restez face au public et vous avez le retour écran ici. Donc là, ce n'est pas une vue futuriste de la mer après réchauffement climatique, hein, pas du tout. On voit une chaîne montagneuse, c'est le système volcanique le plus important de la planète. Et comme disait, je ne sais plus qui, tout est couvert de sédiments, quelquefois de plusieurs centaines de mètres ou de kilomètres de sédiments, sauf l'axe de la montagne, où les roches sont à découvert. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour explorer les grands fonds? Un gros bateau, là, c'est le pourquoi pas, il y en a d'autres aussi, la Talente notamment. Il faut également le sous-marin, le Nautile, que je ne présente plus, puisque vous l'avez déjà vu. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, il devait être arrêté cette année ou l'an prochain. En fait, il est reconduit. Et c'est une bonne chose, parce que c'est quand même un engin qui permet de voir directement le fond par l'œil humain, c'est quand même considérable. Même si aujourd'hui on utilise beaucoup le ROV, qui a les mêmes caractéristiques que le sous-marin, mais qui est relié au bateau, donc qui est dépendant du bateau. Voilà, donc une vue du sous-marin. Il y a le pilote qui est couché à l'arrière, c'est à l'avant, à côté, l'observateur scientifique, et derrière, c'est le copilote qui est en relation avec le bateau, qui lui dit si tout va bien, il commande également les photos, les vidéos, etc. Donc on voit aussi des pinces télémanipulées et une caisse qui permet de récolter les animaux ou les roches. Alors, petit rappel, hein, c'est un peu la nostalgie pour certains, hein, le plancton, necton, repentos. Donc, tous ces animaux vivent dans les 300 premiers mètres, c'est-à-dire les couches éclairées de l'océan. Et en profondeur, comme on l'a vu tout à l'heure, il fait noir, mais tous les animaux vivent grâce à
cette particularité, la bioluminescence dont on vous a parlé. Alors là, c'est le noir, c'est vous donner l'impression qu'on est dans le sous-marin, qu'on a déjà plongé là. Alors, on peut voir la lumière jusqu'à 500 mètres. L'œil humain peut voir la lumière jusqu'à 500 mètres, en tout cas le mien. Hein. Au-delà, c'est l'obscurité la plus totale. Hein. Alors, les premières apparitions, en fait, on ne voit pas. Le pilote, quelquefois, éclaire l'extérieur, mais en général, il n'éclaire pas trop longtemps pour économiser l'électricité. Alors, on peut voir ces espèces, c'est pas très profond, ça peut être quelques centaines ou 1000 mètres, quelquefois plus profond quand même. Alors là, on est étonné de voir comment, on se demande comment l'évolution a pu sélectionner des animaux, ce poisson, avec des dents aussi longues. Alors, ils ont les dents tellement longues qu'ils ne peuvent pas fermer leur gueule. Alors souvent on me dit, oui, moi j'en connais aussi. Bon, passons. Et autre adaptation aussi, c'est cette baudrue que vous voyez, on l'a déjà vu d'ailleurs, avec l'organe lumineux. Sa particularité, ce n'est pas tellement l'organe lumineux, c'est que le mâle, qui a à peu près la même gueule, quand il est dans le noir, justement, il se dit que les chances de saisir une femelle sont rares. Quand il va en trouver une, il va la mordre et il ne va plus la lâcher de toute sa vie. Un exemple de fidélité remarquable. Et là, il va utiliser le système circulatoire de la femelle et ça deviendra une sorte de verrue informe. Il ne gardera intact que les gonades pour la reproduction. Jusque-là, ça va. Mais alors, on a trouvé, nos camarades néo-zélandais ont trouvé dans les chaluts une femelle qui avait 7 mâles accrochés, dont un entre les 2 yeux d'ailleurs, et la force du regard. Et je crois qu'elle est encore sur Internet. Alors, il l'avait appelée Madonna, hein, c'est quand même pas... C'est pas sympa pour le poisson, quand même. Alors, beaucoup plus esthétique, à 3000 mètres de profondeur, on peut voir à droite ce poulpe, ce juvénile, qui rappelle les mupettes, ça plaît beaucoup aux enfants. À gauche, c'est un poulpe. Alors là, ça, l'évolution a fait qu'il n'a plus de ventouses. Ces ventouses sont, comment dirais-je, transformées, entre guillemets, en organes lumineux, puisque vous avez vu que la bioluminescence est importante. Et au-dessous, on voit une larve de calmar. Alors, on voit ces points colorés. Mais non seulement il y a des photophores, mais ils sont aussi articulés, ce qui vous donne une palette de vues de couleurs extraordinaires. Donc, avec les 3 fonctions que vous avez déjà vues, se protéger des prédateurs, attirer des partenaires ou attirer des proies. Alors voilà une vue pour illustrer les écosystèmes. L'écosystème le plus important de tous les océans, c'est l'écosystème à base détritique, c'est-à-dire tout ce qui vient, les animaux sont nourris à partir de ce qui tombe de la surface qu'on a vu tout à l'heure, ces 300 premiers mètres, sous forme de pelotes fécales, de cadavres, etc. Et ce sont des détritus, donc ça vit à partir de détritus. Voilà un schéma très simple qui explique donc ça veut dire que plus on va loin, plus on s'éloigne des grands fleuves qui apportent de la nourriture, moins il y a de vie. Voilà, donc l'écosystème abyssal, 3800 mètres de moyenne, vaste plaine, morne plaine. On trouve quelquefois un poisson. En bas à gauche, c'est un amphipode. Bon, ça vous rappelle un petit peu sur la plage les puces de mer, hein, qui sautillent un peu partout. Sauf que là, on a trouvé, au moins dans la fosse de Kermadec, au large de la Nouvelle-Zélande, des animaux, des amphipodes qui font 30 cm de long. Il y a comme ça dans l'abyssal des formes de gigantisme, donc on n'explique pas trop, je n'ai pas tout amené là. À droite aussi une autre forme de gigantisme. Je ne sais pas, vous reconnaissez pas cet animal à droite, là où on a, dans les endroits où vous ne passez pas trop l'aspirateur, là, non, les cloportes. Sauf que celui-là, il fait 40 cm de long. Vous voyez, là aussi, c'est un exemple
de gigantisme assez remarquable qui vit pas très profond, il y a 1200 mètres de profondeur. Et puis on voit d'autres animaux. En haut à gauche, c'est un poisson trépied qui chasse à l'affût. En bas, un animal de mer, on ne voit pas du tout où est la bouche. En haut, un animal très particulier que j'ai vu souvent dans les vidéos, mais impossible de l'identifier tant qu'on ne l'a pas récolté. Et il a fallu attendre plusieurs années pour. Alors, pendant ce temps-là, j'appelais ça lampadaire, à défaut de mieux. Et un jour, des géologues en ont récolté, et on s'est aperçu que c'était une éponge carnivore. Séverine a tout à l'heure parlé d'éponge carnivore qui était bioluminescente. Celle-là, on ne sait pas si elle est bioluminescente. Mais sa particularité, c'est que quand un animal, un petit crustacé, se pose sur un de ces globes, il est accroché. Vous voyez, à droite, c'est une vue de microscope électronique. Alors, ces téguments sont faits de l'entrelac de spicules. Et ça fonctionne un petit peu comme une bande de velcro. L'animal est accroché. Toutes les cellules du globe vont migrer pour digérer la proie et se retirer. C'est une éponge carnivore. C'est extraordinaire de savoir qu'une éponge peut être carnivore. Ceci dit, on va retrouver cette fonction dans les plantes carnivores, à terre aussi. Donc ça aussi, c'est une adaptation dans les grandes formes pour la nourriture. Je reviens à cette coupe on va parler de l'écosystème fluide froid, on l'évoquera plus tard sur la vidéo. Écosystème hydrothermal, donc là vous voyez, c'est à l'axe de l'aride, où l'écartement des plaques, le magma ressort, et surtout, ce qu'on a découvert dans les fin des années 70, les Américains, découverte majeure, des sorties des fumeurs noirs, où le fluide sort à 400 degrés. Un fluide, avec la température froide de l'eau de mer, ça précipite, alors chargé en méthane, hydrogène sulfuré. Mais ce n'est pas le plus important qui a été découvert, parce que les géologues, quand ils ont plongé, c'était pour voir un petit peu le volcanisme sous-marin, mais ça, c'était assez prévu. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que autour de ces cheminées, ces fumeurs noirs, il y a une sortie de fluide chargé en méthane ou surtout en hydrogène sulfuré, et qui est à l'origine d'une densité de faune incroyable. Ça, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, je ne l'ai pas signalé, mais la biomasse dans la plaine abyssale, c'est-à-dire si on prend 1 mètre carré de fond, de vase, et qu'on la passe sur un tamis de 250 mu, par exemple, on a 1 à 10 grammes de matière vivante au mètre carré. Ici, on va avoir 40 à 60 kg de biomasse de vie au mètre carré, ce qui est considérable. Là, les biologistes n'ont plus compris comment ça peut se passer, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que cette abondance puisse venir de tout ce qui sont tombés de la surface. Et donc, on a rapidement vu qu'à l'origine, il y avait un développement bactérien extraordinaire qui était à la base d'une autre chaîne alimentaire qu'on ne connaissait pas, mais en tout cas qui a donné des résultats, qui a donné cette abondance. On va voir en haut à gauche les vers géants que vous avez vus tout à l'heure, en bas à droite des palourdes géantes qui peuvent faire jusqu'à 30 cm de long, et à droite, on verra plus tard, ce sont des... Alors on passe ça c'était dans le Pacifique, on passe dans l'Atlantique où on voit des cheminées qui sont couvertes par des dizaines de milliers de crevettes, des crevettes aveugles. Alors, je serai bref sur les vers géants parce qu'on a ici le spécialiste mondial des vers géants, donc vous l'avez entendu, je serai discret sur cet animal. Lui, il a l'air de penser que c'est normal, que cet animal n'a ni bouche, ni anus, ni type digestif. Moi, je trouve ça extraordinaire, je n'arrive pas à m'y faire. Comment on peut vivre sans ses organes, quoi. Bref, vous avez compris comment cet animal fonctionnait. Je n'y reviens pas parce que Corinne m'a dit de faire vite. Alors,
en passant, une découverte assez récente, ce sont des vers mangeurs d'os, qu'on a découvert sur, vous savez que tous les cadavres, que ce soit des cadavres de petits animaux, de poissons, mais surtout de baleines aussi, sont colonisés par cette forme de vers. Alors ça, c'est très, très particulier aussi. Ce sont des femelles qui pénètrent donc dans l'os et qui se nourrissent de lipides. Et les mâles sont dans une gaine à la base de ces vers et ils sont microscopiques. Ils ont des particularités aussi, des adaptations très remarquables. Et voilà les fameuses crevettes. Alors ça, c'est des crevettes aveugles qui sont tout à fait remarquables, qui ne sont pas... une crevette, normalement, elle est nécrophage ou carnivore. Là, c'est un consommateur primaire, c'est-à-dire qu'elle grappille sur les fumeurs noirs des particules minérales, elles ingèrent ces particules minérales et on pense qu'elles se nourrissent des bactéries qui sont sur ces particules. Et elles sont assez joufflues. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un développement important des pièces buccales sur lesquelles se sont développées des soies, que vous voyez en bas à droite. Et sur ces soies, il y a une colonisation extraordinaire de bactéries, des bactéries filamenteuses. Alors, quelle est la fonction de ces bactéries? On pense que ça peut avoir un intérêt de nutrition, mais également de détoxification du milieu dans lequel elles se trouvent, parce qu'on les voit toujours autour de ces fluides qui sortent, qui sont à 5, 10, 20, peut-être 25 degrés. Et donc, ce comportement permet de favoriser la vie de ces bactéries qui, en retour, permettent à la crevette de supporter... Autre particularité, c'est cet organe en V. On ne connaît pas, alors que certains expliquent sa fonction. Je ne suis pas d'accord, donc on va passer là, parce qu'on n'a pas le temps. Là, j'ai trouvé ça dans les archives. C'est un exemple de convergence dite adaptative. Si on prend les vers qu'on verra ensuite sur la vidéo, je ne vous ai pas montré là, ce sont des vers de 8 cm de long qui vivent dans des tubes. Et ces vers ont des soies porteuses également de bactéries filamenteuses. Et on peut comparer avec une coupe des crevettes aussi, comme on vient de voir, avec ces pièces buccales hypertrophiées, les soies et ces bactéries. Alors il y a une ressemblance entre ces deux animaux. Également le tube digestif, enfin, qui est en général rempli de sédiments ou de particules minérales. Et l'habitat, ce sont des animaux qui vivent dans des conditions hydrothermales. Ici, à gauche, ce sont dans les conditions hydrothermales du Pacifique, les crevettes à droite dans l'Atlantique. Alors voilà, il y a une comparaison qui fait que ce qui est bizarre, c'est que les vers, dans la classification, entre les vers et les crevettes, il y a une distance dans la classification systématique assez remarquable, et c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution semblable chez deux animaux très séparés, très éloignés dans la classification taxonomique. C'est ce qu'on appelle la convergence adaptative. Bon, il existe des exemples de convergence aussi ailleurs, mais entre ces deux animaux, c'est quand même assez époustouflant, quoi. Bon, on n'était pas très époustouflés, tant pis. Alors on s'est aperçu qu'il y avait des sites hydrothermaux un peu partout. Là, dans le sud, il y en a un peu moins parce que l'accès à cause des tempêtes est beaucoup plus difficile, mais il y en a sans doute également. L'utilisation de ces archées, sont des bactéries industrielles, propriétés, criminologie, tout ça. Bon, tout ça, vous connaissez tout ça. Excusez-moi, je passe vite là parce que j'ai peur de Corinne, elle n'est pas là. Non, c'est moi qui vais vous faire peur. Non, il vous reste 12 minutes encore. Derrière, combien? 12 minutes encore. Ah, ça va être juste. Hein. Ça va être juste, mince. Bah écoutez, on verra. Bon, mais là, je viens sur... c'est le clou de la représentation. À 38 degrés sud, c'est le dernier... j'ai appelé ça le dernier site, enfin le dernier pour moi, même si j'ai fait d'autres plongées. Et j'étais invité par une équipe
de généticiens américains pour identifier les animaux avant l'étude génétique. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur un animal tout à fait remarquable, qui est très attendu par certains. D'ailleurs, ici, j'ai appris qu'il y en a qui étaient venus que pour ça, ici, d'ailleurs. C'est la Galatée yéti. Tout le monde connaît la Galatée yéti? Ouais, pas tout le monde, quoi. Un animal, bon, c'était une découverte extraordinaire parce qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. J'ai vu beaucoup de vidéos pendant des années, mais cet animal, jamais, qui fait 15 cm. Alors, sa particularité, d'abord, il est aveugle, et puis c'est ses longs appendices, couverts également de soie. On revient aux soies, et surtout, on revient à ces bactéries filamenteuses qui colonisent ces soies. Et là... Alors, Kiwa hirsuta, juste pour dire, on l'a nommé Kiwa en hommage à l'île de Pâques, parce que Kiwa, c'est la déesse des crustacés de la mythologie polynésienne de l'île de Pâques. Donc, c'est une nouvelle famille de crustacés. Alors, grosse émotion quand on trouve ce genre d'animal. Là, j'ai failli faire un malaise quand j'ai trouvé ça. Mais il y a aussi un moment qui était très émouvant, c'est lorsque, j'avais oublié cette photo, j'ai découvert quand même au milieu de l'Atlantique, à côté de ce site qui avait des crevettes, cette langoustine. Cette langoustine, très belle couleur, c'est la langoustine la plus profonde du monde. C'est pas n'importe quoi, 3500 mètres de profondeur. Connue d'une seule espèce, du plateau de Kerguelen. Donc c'est un animal remarquable, qui n'a jamais percé dans les médias. Alors, est-ce que c'était parce qu'elle n'avait pas, j'allais dire vulgairement, un poil sur le caillou? En tout cas, voilà. Eh bien, pour moi, c'est quand même un animal qui était tout aussi... Cette découverte était tout aussi émouvante que la précédente. Alors ça, c'est un exemple de convergence aussi qui a été inventé par... Vous savez, les Américains sont capables de tout, vous les connaissez, quoi. Mais je trouvais que c'était quand même une belle observation. Et il fallait le trouver. C'est pas nous qui l'aurions trouvé, ben voilà... Je trouvais ça remarquable. Alors maintenant, on va passer rapidement quelques images filmées. Arnaud? Voilà, très bien, merci. Alors ça, c'est le sous-marin Nautile qui sort de son garage. À l'eau, il y a 2 plongeurs qui vont faire les derniers contrôles avant la plongée du sous-marin. Alors, j'ai pas choisi vraiment cette mise à l'eau, elle est vraiment, c'est pas la plus réussie. Hein. Là, ça fait un peu orangina hein, quand même. Mais... Alors, à l'intérieur, ça va crier, mais on ne les entend pas. C'est bien insonorisé, il n'y a aucun problème. Mais il faut dire aussi, j'aurais voulu, si j'avais eu le temps, ou alors pause, alors juste 2 minutes, hein, une pause. C'est pour rendre un hommage à Jean-Henri Narjolet, qui était chef soucoupe, enfin le responsable du Nautile pour la sécurité, enfin pour l'ensemble. Hein. Autour de cet engin, il y avait 7 à 8 ingénieurs et techniciens pour tout contrôler naturellement, et également pour la sécurité. Il n'y a jamais eu aucun problème de sécurité, à part quelques problèmes hydrauliques ou électriques qui n'ont jamais remis en cause une seule plongée. Et de savoir que cet homme a pu tomber dans le piège du Titan, tous les collègues, on n'a jamais rien compris. On n'a pas compris comment... Bon, bien sûr que c'était un fou du Titanic. Hein. Je crois qu'il avait plongé aussi avec le Titan 2 ou 3 fois, donc il était en confiance. Mais quand on voit la conception du Titan, et surtout qu'il n'y avait pas d'équipe de contrôle après chaque plongée, et ça c'était impardonnable. Sans compter que ça, il devait le savoir aussi, cet engin n'avait pas la validation pour plonger en zone internationale. Quoi. Donc, enfin, voilà, ça a été une perte épouvantable, surtout qu'on n'a rien compris de cet homme qui s'est fait avoir. Quoi. Arnaud, merci. Voilà, là, on est au large des Galapagos.
2500 mètres de profondeur, et on tombe sur une énorme colonie de vers géants. Ces vers géants, ils sont prospères ici parce que le fluide leur permet de bien vivre. Si la tuyauterie par laquelle viennent les fluides hydrothermaux, par la suite de tremblements de terre ou de tectonique s'arrête, eh bien cette colonie disparaîtra, pour réapparaître plus tard, plus loin plutôt, si les conditions sont favorables. Donc ça constitue même un écosystème à lui tout seul, avec des poissons anguilles, là, des mollusques, un crabe, un petit poulpe qui fait 10 cm de corps et qui est inféodé à ce milieu, c'est-à-dire qu'il est endémique de ce milieu. Voilà les vers dont je parlais, ces vers qui sont capables de vivre à des températures de 40 à 50 degrés. Alors là, il y a des visites entre voisins, mais quelquefois ça se passe. Il doit y avoir des mots là, parce que on ne comprend pas tout. Hein. Et là, on passe en Atlantique, on est à 3500 mètres de profondeur, et là, on n'a plus de vers géants en Atlantique, mais ce sont des crevettes aveugles. Une autre vue plus récente, alors, une mission d'il y a 2 ou 3 ans. Là, on voit des crabes, mais je serai bref, parce que c'est un crabe qui porte mon nom, alors j'ai trop la honte d'en parler, quoi. Alors, vous voyez des conditions, des quantités de crevettes invraisemblables. Là, on ne voit pas très bien, mais ce sont des escargots. Et là, quand je plongeais, on voyait un escargot par-ci, par-là. Et ici, il y en a une densité incroyable. Voilà, ce sont des milieux qui évoluent très vite aussi. D'une plongée sur l'autre, on trouve toujours des différences remarquables. On va accélérer alors. Arnaud, est-ce que de là où tu es, tu peux accélérer? Parce que là, je sens que je vais me faire allumer. Un poulpe, mais qui n'est pas inféodé au milieu. Alors ça, c'est un autre poulpe, beaucoup plus petit, avec des tentacules démesurés, qui a été découvert il n'y a pas tellement longtemps. Ce ne sont pas des animaux inféodés aux communautés hydrothermales qu'on a vues, mais voilà encore des formes tout à fait remarquables. Il faut tomber dessus pour savoir que ces formes-là existent, quoi. On passe très vite au large de l'Angola, où là, on a non pas des sources chaudes, mais plutôt froides, avec des émanations de méthane. Vous voyez, ça, ce qui est remarquable là, ce sont ces bulles qui s'échappent, c'est du méthane. Alors, quand on parle souvent que le méthane, la pollution, nos animaux, etc., la planète elle-même émet du méthane. Ça, ce sont des hydrates de méthane. Et, bon, il faut être vrai, mais il y a une quantité d'énergie incroyable dans la présence de ce méthane au fond. Le problème, c'est la difficulté d'exploitation, mais c'est une exploitation qui est possible. En dehors de l'exploitation des nodules dont on a parlé tout à l'heure, on ne va pas parler comme maintenant. Quelques animaux, ça ce sont des holoturies, c'est-à-dire des concombres de mer, de différentes couleurs, on ne sait pas trop pourquoi. Ici c'est jaune, là c'est rouge. Arnaud, tu peux accélérer juste quelques secondes avant la fin. Ah non, là c'est bon, c'est juste pour montrer une séance terrible, assez rare dans l'abyssal. On est à 5000 mètres de profondeur. Un petit poulpe qui essaie de se reposer, il y a peut-être une anémone au kilomètre carré, mais là il est tombé sur celle-là, il s'est fait piquer, et donc il change de côté à toute vitesse. Et là il est à fond. Hein. Et là, pour terminer, juste quelques secondes de la fameuse Galatheieti dans ses mouvements. Ça fait un peu alien, quoi. Voilà, c'est tout pour... alors, on repasse à la... Ah oui, ben c'est moi, alors. Voilà, juste ce mot, je lis avec vous. Quand la Terre se réchauffa pour la première fois dans les abîmes, là où le chaud et le froid se mélangent, de nombreuses créatures vivantes apparurent, tirant leur subsistance de la vase. C'est de Archélaos 2000, 450 avant notre ère. Je ne sais pas comment ce garçon a pu faire pour sortir cette citation après ce qu'on a vu. Ce n'est pas la première fois que les philosophes ou les savants grecs nous épargnent, mais alors là, c'est quand même extraordinaire. J'aurais voulu vous parler du calmar géant,
on arrive, oui, on arrive bientôt à la fin. Mais je crois que oui, on a envie que vous nous, voilà. Je crois que le public a dit oui, donc on vous écoute. On vous écoute, Michel. Bon, on pourrait poursuivre. Calmarjan est resté pendant des siècles et des siècles le monstre qui terrorisait, un animal mythique qui terrorisait les populations côtières et les pêcheurs pendant des siècles et des siècles, dont le kraken des Scandinaves, jusqu'au jour où, non, ça c'est un peu tôt, jusqu'au jour où un aviso français a découvert un calmarjan en surface. Bon, s'il était en surface, c'est qu'il était un peu souffreteux, parce que normalement, cet animal vit entre 600, 300, mettons, et 1600 mètres de profondeur. Donc là, c'était pas normal. Mais enfin, c'est la première, et on est en 1861. Après, on a trouvé d'autres échouages sur la Terre-Neuve. Il a été étudié. Et d'ailleurs, le nom qui a été donné à ce moment-là, c'est le même que celui d'aujourd'hui. Donc, c'est le calmar géant. Là, j'avais, oui, ça c'est l'île Saint-Paul, c'est mon île fétiche, là où j'ai passé 2 séjours. Et la mission de Vénus devant le Soleil, qui datait de 1874, à la suite d'une tempête, un calmar géant a échoué. Ce n'est pas une photo, c'était une lithographie, mais enfin, c'était le premier. Bon, rapidement, l'anatomie est à peu près celle d'une sèche, celle qu'on disséquait autrefois à la fac. Rien d'extraordinaire. Là, c'est Clyde Roper, un spécialiste qui nous prête son œil pour le comparer avec celui du calmar géant. Vous voyez, c'est là quand même comme un ballon de basket, quoi. Tout est géant d'ailleurs, là. Là, c'est une vue assez peu ragoûtante d'un calmar qui est disséqué par mon collègue Angèle Guérard. Et c'est pour montrer que ce que vous voyez là, c'est le pénis qui fait les 3/4 de la longueur du manteau et qui fonctionne de façon bizarre. Il n'envoie pas de sperme, il envoie une capsule pleine de sperme et il l'utilise comme un bazooka. Alors, il envoie cette capsule dans les bras de la femelle ou dans le corps et on ne sait pas trop comment les spermatozoïdes rejoignent les ovules. Les ovocytes. Mais alors le pire c'est qu'on a trouvé aussi ces capsules dans des corps de mâles. Alors on me dirait, bon, dans le noir, tout ça, ça peut... c'est pas... Bon. Moi, et alors, non, mais blague à part, il y a le spécialiste néo-zélandais qui lui dit, oui, parce que je n'ai pas fait la description, mais il y a un cerveau qui est petit, mais en 3 parties. Et alors il dit, oui, mais quand on a un cerveau petit comme ça, c'est un peu normal qu'il n'arrive pas à gérer son pénis. Bon, ça... reste à voir si l'inverse, enfin bon, ça appartient qu'à lui, hein. Moi je ne rentre pas là-dedans. Hein. Alors là aussi, un truc remarquable, c'est que ça a été filmé par l'Alvin, le sous-marin américain, au large de la Californie, 2000 mètres de profondeur, une population homosexuelle. Bon, l'homosexualité existe dans beaucoup d'animaux, ça c'est pas un problème en soi. Là, le problème, c'est que c'est 2 espèces différentes. Et ça, c'est grave, ça. Bon, passons. Moi aussi, ça vous fait rire. Alors, il existe un deuxième calmar géant, c'est le calmar colossal antarctique, qui n'est que dans les eaux polaires, alors que le calmar géant qu'on a vu est un peu partout, mais pas dans les zones polaires. Une vue d'un combat entre parce que la proie préférée des cachalots, c'est le calmar géant. Et une anecdote, c'est qu'il y a des pêcheurs qui ont vu un cachalot et un calmar géant morts tous les deux, échoués. Et tout s'est passé comme si le calmar géant, avec sa spatule, a pu boucher les vents du cachalot, la narine, quoi, et entraîner sa mort par asphyxie. Ça ne doit pas arriver souvent parce que c'est quand même le cachalot qui est toujours le vainqueur de ces combats, quoi. La première vue de cet animal dans son milieu, avec à 600 mètres de profondeur, fait par les Japonais. Rien de particulier. Bon, c'est une performance technologique plus que scientifique, quoi. Vous avez un exemplaire naturalisé à la grande galerie de l'évolution. À Toulouse, vous avez une maquette, une maquette qui fait 17 mètres de long, qui est suspendue au plafond. Et juste une anecdote pour terminer. Vous connaissez Olivier, le grand navigateur Olivier de Kersauzon. Là, j'ai réussi à l'avoir quand il souriait, c'est pas facile. Ouais.
grand navigateur, descendant de croisés, grand macho, un grand érudit. Et il essaye de battre le record, du record du monde en trimaran, en équipage, que détenait, comment il s'appelle, Loïc Perron. Il part sur son super trimaran. Alors oui, alors, Geronimo, oui. Alors je lis avec vous aussi pour voir. Il parle de son trimaran. Hein. Il ne s'est jamais rendu. Il ne reculait jamais devant rien. Il avançait en silence avec une véritable connaissance de son monde, pas comme ces écologies de merde d'aujourd'hui. Voilà. C'est pour vous situer le bonhomme, pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein. Bref, il part, et puis on s'aperçoit que quelques jours après, on apprend par Libération que au large des Canaries, il est freiné par un calmar géant, c'est la nuit, on ne voit rien. Le bateau vibre, il est stoppé, etc. Bon, on apprend ça par la presse. Et ah ouais, mais là je me suis trompé. Ah, il me manque une diapo. C'est un collègue à lui, il se connaissait bien, mais il se fout carrément de lui en disant que, bon, c'est pas... alors ça, c'est la fin de son témoignage. C'est dommage que j'ai loupé la diapo. Et il se moque de cette rencontre, quoi. Et il termine en disant « Arrière toute, mu par l'instinct de survie et pour ne pas faire la même bourde que son ancêtre Capitaine Nemo. Le calmar fissa ses gaules et ses tentacules en opérant une plongée d'urgence dans les grandes profondeurs pour fuir cette vision d'apocalypse. » Parce que là, avant, il dit c'est le calmar qui voit quelqu'un qui se penche, il dit merde, c'est Kersozon. Voilà, et tout, une blague qui paraît. C'est dommage que j'ai loupé. Bref. Alors, tout ça pour terminer en disant que les premières, si on revient à Scylla de Homère, qui aurait pu être un calmar géant, en tout cas un mythe, mais un monstre, quoi, où, comment il s'appelle, Ulysse a laissé quelques plumes, au moins quelques marins. Non. Et que 3000 ans après, un grand navigateur comme Ulysse a la même rencontre. Bon, ça manque pas de poésie, quoi, de pouvoir comparer à 3000 ans après de grands navigateurs qui rencontrent la même chose. Il faut savoir que le trophée s'appelle le trophée Jules Verne, donc il est possible que... Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais écrit à Olivier de Kersozon en disant, quand il ne pouvait pas battre le record, il avait 4 jours de retard, et je lui ai dit, tiens, quand votre bateau sera à terre, ça serait intéressant de voir les empreintes des ventouses parce qu'on peut pré-identifier l'animal avec ça, quoi. Pas de réponse, quoi. J'aime pas quand on ne me répond pas, je ne rappelle rien du tout. Et après, on a essayé de faire une enquête et puis c'est resté comme ça, dans le flou. Donc, il est possible que Olivier Kersozon, s'il a besoin de médias, donc il a fait un petit peu mousser. Mais bon, voilà, je pense que c'est une fin poétique. Et comme disait Homère d'ailleurs, à la fin de son œuvre, Homère disait les poètes sont de faits menteurs. Alors, bon, voilà, c'est Kersozon. Merci Michel. On a un dessin de Xavier. Restons au fond, disent les Baudrois, ils font trop peur en surface. Michel, j'ai 2 petites questions qui vous ont été adressées sur le chat. Une première, en plus de 30 ans à l'Ifremer, quelle est la plus belle chose que vous avez faite ou le plus beau souvenir que vous avez ? Devant le micro, mettez-vous devant le micro. C'est pas le plus beau souvenir, je ne sais pas trop, mais disons que les découvertes qu'on a pu faire aussi bien sur un bateau quand un chalut remonte et qu'on le verse sur la plage arrière, qu'on va trier, il y a toujours une émotion de savoir qu'est-ce qu'on va trouver, et sans compter effectivement aussi les plongées en sous-marin, la découverte des animaux, parce qu'on a parlé de la Galathée ou de la langoustine, mais
il y a plein d'animaux qui sont nouveaux et qui donnent lieu à des publications. Et ça, c'est un plaisir renouvelé maintes fois. Alors, une question scientifique quand même. Les mécanismes adaptatifs développés autour des fumeurs noirs peuvent-ils être rapprochés de ceux des organismes des zones hadales ou des coraux profonds? Les coraux ne sont jamais très profonds. Hein. Moi, je connais que le profond. D'accord. Mais la convergence adaptative dans les zones hadales. Oui, c'est ce qu'on m'écrit, dans les zones hadales ou près des coraux profonds. Moi, je vois qui c'est qui a répondu à cette question-là. alors on va la zapper. Et je l'aurai. Une dernière question. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire un petit peu le lien entre toutes les interventions qu'on a eues, entre le côté exploitation des ressources, faut-il tout prendre à la mer, la consommation durable des produits de la mer. Est-ce que vous avez déjà goûté à des produits, des animaux venant des abysses? Absolument, absolument. La langouste, par exemple, là, qu'on a vu la langouste, là, dont vous avez parlé, la langoustine. Attention, il ne faut pas rigoler, là. On goûte l'animal quand on a plusieurs exemplaires. Science d'abord. Donc là, il y avait un exemplaire. Alors, lesquels avez-vous goûté? Alors, vous avez vu la quantité de crevettes qu'il y avait, Donc là, on pouvait se servir, une poignée, faire bouillir, tout ça, Et écoutez, ça avait un goût de crevettes, mais fade, Donc, il n'y a pas de quoi se précipiter pour aller... Mais une anecdote aussi, quand on était à le site Lucky Strike, était au large des Açores, à 1800 mètres de profondeur, là, il y a beaucoup de moules. Enfin, ailleurs aussi, mais là, il y avait beaucoup de moules. Et là aussi, je voulais goûter des moules. Donc, je n'étais pas le seul. D'ailleurs, on a demandé aux cuisiniers de nous cuisiner quelques moules. Bon, il y avait plus le goût de la sauce que de la moule elle-même, mais... Et là, on était quelques-uns à goûter les moules. Bon, c'était rien de terrible, c'était plus de goût de sauce que... Mais il y avait pas un géologue, un géochimiste, qui a goûté aussi. Et je l'ai vu quelques années après, il travaillait à Nantes, et on a évoqué ce souvenir, et il me disait que s'il avait su ce qu'il y avait, parce qu'il a étudié la composition du fluide dans lequel... Il me disait que s'il avait su ça avant, il n'en aurait pas goûté, quand même. Alors, il est évident que ça contient peut-être des éléments qui ne sont pas très, très, très bons pour nous, mais si on prend ça une fois tous les 10 ans, je pense qu'il n'y a pas d'effet notable. Eh bien, c'était l'homme qui a vu et a goûté les abysses, Michel Ségonzac.